c'est vraiment, là, il y a vraiment plusieurs versions de cette affaire. Mais il est très bien fait. Comme lui, c'est le modèle de base, mais... Vous dites qu'il n'y a qu'une seule force dans l'univers. On sait que les physiciens sont rendus à trouver 7, 8, 10, 12, on ne sait plus. Là. Alors qu'au départ, c'était toujours les trois mêmes de base, c'est électromagnétique et gravitationnel. Bon. Et vous dites, non, c'est pas triple, c'est pas 10, c'est une seule et unique. Absolument. On peut... Vous l'appelez le magnétisme. Je l'appelle le magnétisme, mais je l'appelle l'être, la conscience et l'amour qui constituent l'être. Le yin-yang, si vous voulez, qui constitue le Tao, c'est la même chose. Simplement, cette... Déjà, chez eux, il y en a deux. Il y a le noir et le blanc, il y a le yin et le yang. Il y a déjà une dualité. Vous dites qu'il n'y a pas de dualité, il n'y a qu'une seule chose et unique. Et c'est le magnétisme. Pour tous les physiciens là, dans vos laboratoires, là, tout revient à la notion du magnétisme au lieu de l'électromagnétisme gravitationnel. Et parce que depuis 1955, c'est les travaux de mon père qu'il a déposés à l'Académie des sciences à l'époque. Il est autodidacte physicien, si on veut. C'est pas péjoratif, autodidacte. Hein. Pour nous, là, au contraire, c'est quelqu'un qui est en dehors des circuits où on met des œillères à tout le monde. Je pense que vous avez raison. Si nous étions physiciens de formation, certainement nous n'aurions aucun moyen de comprendre l'univers. L'univers n'est pas un problème de physique. C'est pas du tout un problème de physicien. Tout simplement parce que l'épistémologie de la physique, elle suppose qu'on puisse prendre un objet, le vérifier, faire des expériences dessus, reproduire ces expériences, et ainsi de suite, ce qui n'est pas du tout le cas avec l'univers. L'univers, il n'y en a qu'un, et en plus de cela, l'observateur, qui est le chercheur sur l'univers, fait partie de l'univers. Donc il n'y a plus aucune objectivité possible du point de vue de l'univers, donc ce n'est plus un domaine physique. Donc à partir de là, il n'y a pas lieu d'être physicien pour parler de l'univers, et c'est une imposture quelque part que de faire croire que ce sont les physiciens qui vont nous donner un jour l'explication de l'univers. Ce n'est pas du tout le problème. Donc vous disiez, effectivement, les physiciens ont 3, 4, 10 forces. Ils le savent eux-mêmes, tant qu'ils en auront 3, 4, 10, ça voudra dire qu'ils sont à 3, 4, 10 kilomètres de la vérité. Ils ne seront dans le vrai que lorsqu'ils seront dans une seule réalité, parce qu'il n'y a pas 36 réalités. Il y a « je suis », c'est la certitude, j'ai la sensation d'un univers. À partir de là, si je n'arrive pas à comprendre cette réalité unique par quelque chose d'infiniment simple, c'est que je n'ai pas encore la maturité suffisante pour avoir compris comment ça se passe. Donc je vous disais en 1955... Oui, mais là, ça n'explique rien, ce que vous venez de dire. Ça n'explique rien, mais simplement, ce qui explique... Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas la maturité de comprendre. Oui, mais là, on veut comprendre. Bon, je peux vous expliquer, si vous voulez, en 2 mots, comment la gravitation est en fait, comment l'électromagnétisme est en fait, et la gravitation sont en fait une seule et même chose. C'est pas très, On a reçu ici des physiciens. Jean Charon est venu ici nous parler, oui. Et plein d'autres. Oui. C'est évidemment, ça nous oblige à rentrer un peu plus dans le détail, mais si on comprend cela, après on peut se dire, bah oui, effectivement, il y a des solutions pour unifier toutes les forces de l'univers, parce que électromagnétisme et gravitation, ce qui les sépare, c'est que ce qu'on observe, ce qu'on croit observer du magnétisme, c'est qu'il est dualiste, n'est-ce pas? Il est attractif et répulsif. Or, la gravitation est censée n'être que attractive. Un caillou, il tombe sur la Terre, bon, on ne voit pas qu'il y a de la répulsion là-dedans. Donc on se dit c'est de la gravitation, c'est pas du magnétisme. Lorsqu'on voit un aimant, on se dit bon, il y a une dualité, ça attire d'un côté, ça repousse de l'autre. D'accord. Donc là, on se dit c'est du magnétisme. Et la physique a toutes les peines du monde à réunifier les deux. Mais si on prend la démarche, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en partant de choses certaines et en évoluant à partir de choses certaines, sans faire une démarche de physicien, c'est-à-dire sans partir de l'hypothèse de la matière pour expliquer les choses, mais au contraire de partir de ce qui est certain pour expliquer la matière. C'est senti. Oui, de la sensation d'être, et de comprendre cette sensation d'être, alors on s'aperçoit que la gravitation n'est qu'un cas particulier du magnétisme. C'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, il y a 2 cas de la gravitation. Il y a le cas des planètes et qui s'attirent entre elles, si vous voulez. On appelle déjà la gravitation entre le Soleil et la Terre, par exemple, ou entre les particules atomiques. Et puis il y a le cas de mon caillou qui tombe par terre. C'est un autre aspect de la gravitation. On a tort de les mélanger d'ailleurs, ce n'est pas la même gravitation. Mais ce sont tous les deux des aspects du magnétisme. Dans le cas du caillou qui tombe par terre, c'est simplement parce que le magnétisme de la Terre, l'être est cette dualité. Tout ce qui nous constitue, toutes les particules atomiques, tous les atomes, toutes les planètes, etc., sont pour nous des aimants complets munis de leurs 2 polarités magnétiques et pas du tout des masses qui attirent simplement
qui n'aurait qu'une seule charge, comme positive ou négative, ça n'y croyons pas. Et forcément, les deux charges partout, elles sont inséparables, comme le yin et le yang sont inséparables. C'est pas vrai de dire qu'il y a deux forces, il y a deux fonctions de la même force, une attractive et une répulsive, mais c'est le même pôle qui attire et repousse. C'est pas d'une part l'attraction et d'autre part la répulsion. Vous n'auriez jamais un aimant qui attire et un aimant qui repousse. Ce sera toujours le même aimant qui attire et repousse. Il n'y a aucune séparation possible entre les deux. Donc une fois cela établi, on peut très bien comprendre que la Terre est un aimant. Le principe complet. de conscience de tout à l'heure là, qui va vers l'extérieur et l'amour qui revient, Voilà. c'est une dualité sans être une dualité séparée, Voilà. c'est inséparable. On ne pourrait pas être que conscience et ne pas vivre l'amour, et on ne pourrait pas être que l'amour sans avoir conscience. C'est très facile à comprendre. Je ne peux pas aimer une chose si je n'ai pas conscience de l'objet que j'aime, et inversement. Donc, dans le cas de la gravité, disons, de l'objet qui tombe sur le sol, on a plutôt affaire à un envoûtement magnétique qui consiste à la capacité pour le gros objet qui est la Terre de perpétuellement inverser les polarités de l'objet qui est en relation avec lui. Ce qui fait que, en fait, l'objet qui est trop près de la Terre fait partie de la Terre et n'a aucune autonomie de ses deux pôles magnétiques. Et donc, on a l'impression qu'il tombe et qu'il n'y a pas de répulsion. Or, il y a aussi un phénomène de répulsion. Parce que si vous prenez le même objet et que vous le mettez très loin de la Terre, hors de son envoûtement magnétique, hors de l'état où la Terre est capable d'inverser perpétuellement ses polarités, eh bien vous allez vous apercevoir que cet objet, ce caillou, a deux polarités magnétiques. Et il va se mettre en rotation synchronisée avec la Terre, parce qu'il y a ces doubles fonctions magnétiques d'attraction et répulsion qui jouent comme elles ont toujours joué, sans qu'on s'en aperçoive. Et à une certaine distance, donc, l'objet devient un satellite de la Terre. Et puis à une autre distance, il ne deviendra pas un satellite de la Terre, il s'en ira... bon. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'une fois que l'objet est loin de la Terre et qu'il a l'autonomie de ces deux polarités magnétiques, c'est juste une question de relativité de distance, comme le cas de la Lune par rapport à la Terre. C'est ce que la loi de Newton nous dit d'ailleurs. C'est au carré de la distance, etc. Oui, et inversement. Oui, mais Newton a conclu à la gravitation, a inventé la gravitation, simplement parce qu'il disait la Terre attire la Lune. Il ne s'est jamais aperçu que la Terre repoussait la Lune. Or, la Terre repousse la Lune d'autant qu'elle l'attire. Simplement, du fait de la rotation synchronisée, dans le cas de la Lune, c'est un balancement qui se fait en 12 heures, alors que la Terre sera elle-même en 24 heures. Et donc, il y a une alternance des pôles, un coup qui a toujours une résultante attractive, si vous voulez. Lorsque vous mettez deux aimants en rotation, dans la nature, ça se met tout seul, mais si vous le mettez artificiellement, vous vous apercevez que vous faites tourner un aimant, l'autre va tourner aussi, ils vont toujours arriver à magnifier l'attraction entre eux. Et la répulsion n'apparaîtra jamais. Vous aurez toujours l'impression qu'il n'y a que attraction entre eux. La résultante est toujours attractive lorsque vous avez un système d'engrenage magnétique. C'est ça qui est curieux et qui fait croire à la gravitation. C'est ça qui fait croire que la Terre attire la Lune simplement. Alors que la Lune est en répulsion par rapport à la Terre comme n'importe quelle... Bon, on a évacué la gravitation. Maintenant, il faut évacuer l'électrique, électrogravitationnel. Justement, si on fait partir un bobinage qui tourne avec l'aimant, on va produire un champ électrique. Un courant qui est polarisé dans un sens. C'est comme ça qu'on produit l'électricité dans les dynamos, les génératrices. C'est un aimant qui tourne et qui produit un courant électrique. Et ce Alors, qu'est-ce que l'électrique dans tout ça vient faire? Parce que vous nous dites, OK, il n'y a pas de gravitation, d'accord. Si on suit votre démarche, d'accord, là, dans un... Il n'y a pas d'électrique non plus. La différence entre le magnétisme et la gravitation et l'électricité, c'est simplement que le magnétisme n'est pas quelque chose qui se déplace du tout. L'électrique, au contraire, il va d'un point à un autre. Oui, c'est ça. Et du fait qu'il va d'un point à un autre, il n'a effectivement qu'une seule polarité, dans un sens. Mais il a aussi... Ça dépend où on le regarde. C'est ça, comme un rail de chemin de fer. Est-ce que le rail conduit vers Montréal ou vers Québec? Oui. Ça dépend de la locomotive dans quel sens ça va. Voilà. Mais le rail est là. Voilà. C'est du même ordre que vous avez le magnétisme et vous avez la circulation entre les deux pôles. Et l'électricité, c'est plutôt la circulation entre les deux pôles du magnétisme et non pas autre chose que le magnétisme. C'est le fait pour un pôle d'être en relation avec l'autre pôle. L'électricité, elle va d'un pôle à un autre. Ce n'est pas une autre énergie, c'est simplement l'énergie magnétique observée dans un de ses aspects, qui est la relation qui s'établit d'un pôle à l'autre. Il n'y a pas de grosse différence. Tout le monde a suivi son raisonnement? Intéressant, hein? Très intéressant, parce que pour nous, dans notre jargon à nous, le magnétisme, c'est l'amour. Mais oui, mais pour moi aussi, évidemment. C'est ça. Et la conscience, c'est la répulsion, et l'amour, c'est l'attraction.
dans le magnétisme. C'est pour ça qu'on peut, à partir du moment où on explique l'univers à partir du néant et en s'apercevant que la conscience est la première chose qui apparaît et l'amour qui suit, on a immédiatement les deux composantes de l'énergie magnétique, et avec cette énergie magnétique, on peut expliquer la matière. Alors que l'inverse n'est pas possible. Avec la matière, on ne peut jamais expliquer l'esprit. Oui, exact. Alors, allez-y, répétez-moi ça doucement, là. C'est la clé de tout, là. Moi, je pense avoir mis la main là, sur le passe-partout, là. Oui. C'est bien possible. On l'a enregistré de toute façon, on le fera rejouer si on est mal pris. Là. Je vais vous expliquer ce que c'est que la matière en deux modes, mais je vais le faire debout, ce sera plus facile. Oui, allez-y. Ah oui, pas de problème. Vous me tenez le micro parce que sinon je ne vais pas être tranquille. Vous allez parler en même temps? Oui. OK. Je ne vais pas danser ni chanter, rassurez-vous. D'une certaine façon, pour résumer vraiment d'une façon aussi simple que possible, alors que je ne doute pas du tout de votre, du fait que vous comprenez très bien tout ce qu'on peut raconter à ce sujet-là, la conscience, c'est la sensation que j'ai un donné à l'extérieur de moi. Or, je peux très facilement comprendre que tout ce qui m'est extérieur, en réalité, c'est une sensation. J'ai la sensation d'un donné qui m'est extérieur, d'un univers, si vous voulez. J'ai toujours l'impression, s'il y en a un parmi vous qui avait une impression contraire, dites-le moi, d'être au centre de l'univers. Le je suis, le soi, la conscience est toujours le centre de l'univers. Chacun pour soi, d'ailleurs. Chacun pour soi est le centre de son univers. Donc, de quelque part, on a aussi peut-être pas raison de parler d'un univers. C'est peut-être simplement la conscience qui est le centre de son univers. Il y a comme ça une infinité d'univers. Et de toute façon, c'est ce que je dis souvent, nous avons l'impression d'être plusieurs esprits ayant conscience d'un univers, mais en réalité, nous sommes plusieurs esprits, un seul esprit, pardon, ayant conscience de plusieurs univers. C'est-à-dire que nous sommes tous un seul être, un seul esprit, qui a en chaque point de l'univers une vision différente de lui-même. Mais la conscience, c'est le fait de projeter cela à l'extérieur de soi, de s'identifier à un centre et de considérer que tout ce qui n'est pas ce centre est extérieur. Et là, à partir de ce moment-là, il a conscience. Une fois que j'ai placé l'essentiel de moi à l'extérieur, évidemment, puisque ce n'est pas la réalité. Pourquoi l'essentiel de vous à l'extérieur? Si je ne garde que l'essentiel, c'est pas d'être soi-même, oui, là, au centre? Mettons, mais si je me considère comme le zéro, si je me place au niveau du zéro et l'infini à l'extérieur, d'un simple point de vue mathématique, je veux dire, la majorité est à l'extérieur, si vous voulez. Donc, une fois que je me crois au centre de moi-même, puisque, comme je le disais tout à l'heure, tout ce que je perçois est forcément intérieur à ma conscience, donc d'une certaine façon... À partir de vous? Ça, c'est ma perception. L'univers est ma perception. Comme je fais partie de votre perception et comme chacun fait partie de la perception de l'autre, c'est une sensation. L'univers est une sensation. Et l'univers est la forme de ma sensation, de ma conscience. À un moment donné, ma conscience a une forme, c'est mon univers. C'est ce que je définis comme mon univers. Donc, étant donné que tout cela, c'est ma conscience, forcément, il y a quelque chose de faux, d'illusoire dans le fait de croire que l'univers m'est extérieur. Puisque c'est illusoire, ça ne peut pas tenir éternellement. Enfin, ça peut tenir éternellement, mais il y a quand même un mouvement de l'être qui consiste à annuler cette erreur, cette illusion. Et ce mouvement qui consiste à annuler cette illusion, c'est l'amour. La conscience sépare, l'amour réunit. Je passe mon temps à vivre dans l'amour. La conscience sépare, l'amour réunit. Vous venez de dire ça. À partir du moment où j'ai conscience de l'univers, où je me suis séparé de moi-même, je commence à avoir envie de réintégrer cet univers en moi, et par tous les moyens possibles et imaginables. Alors on parlait de la gravitation tout à l'heure, ou de l'attraction, ça c'est une façon minérale de faire l'amour, si vous voulez, d'attirer à soi le monde extérieur. Manger la pomme, c'est la même chose. Manger la pomme, c'est une façon végétale. Enfin, les végétaux ont une forme d'amour qui consiste à absorber les sels minéraux, la lumière, etc. C'est l'amour au niveau végétal. Après, il y a l'amour au niveau animal. Je vous fais pas un dessin, vous savez comment les animaux vivent l'amour, ils sont, etc. Et les êtres humains, ils ont encore une façon de vivre l'amour qui est la communication comme nous le faisons en ce moment, qui est une façon de s'apercevoir, de faire l'unité, de se rendre compte qu'on a les mêmes idées, de se rendre compte qu'on souffre les mêmes choses, qu'on a les mêmes réalités au fond de nous. Donc ça c'est la communication et ça c'est une façon aussi de se relier, de réintégrer l'autre en soi. À force de connaître l'autre, on finit par s'apercevoir que c'est soi, comme à force de connaître la table, je vais finir, si je médite assez longtemps sur la table, par m'apercevoir que c'est une partie de moi-même. Et voilà. Donc l'amour réunit ce que la conscience sépare. La conscience est une donnée de départ dans l'instant présent, et puis après l'amour progressivement, parce que la conscience résiste toujours, l'amour progressivement va faire cette réunification, et c'est ça qui va donner toute l'évolution de l'univers, mais c'est pour ça que ça va se passer dans le temps. C'est ça qui explique le temps. On ne peut pas expliquer le temps autrement que par cette relation spirituelle entre la conscience et l'amour. La conscience limite
limite l'amour. Nous sommes tous une façon limitée de vivre l'amour, et les façons limitées reculent toujours. C'est-à-dire que nous grandissons toujours en amour. Toute l'évolution de l'univers, c'est des êtres qui absorbent, intègrent en eux des choses de plus en plus vastes et de plus en plus universelles, et de façon à être de plus en plus amour eux-mêmes. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que cette vision de l'être qui est fondée sur une explication dont je n'ai pas parlé pour l'instant, je ne parlerai pas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il y a des bouquins pour ça, qui est fondée sur une explication, la seule à l'heure actuelle qui existe, de l'origine de la conscience, comment la conscience naît du néant à chaque instant, je dis bien du néant et pas d'autre chose, pas d'elle-même, parce que si on explique les choses à partir d'autre chose que du néant, on n'explique rien. Il faut partir du néant pour expliquer les choses, mais ça ne peut se faire que dans le présent, pas dans le temps. Dans le temps, dire que dans le temps il y avait le néant et puis d'un seul coup il y a eu quelque chose, ça c'est absurde. Enfin donc, à partir de cette explication de la conscience qui engendre ensuite son contraire, qui est l'autre aspect de la dualité, l'amour ou l'attraction par rapport à la répulsion, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un être qui d'un côté va dans un sens et de l'autre côté freine. Parce qu'il y a votre amour qui vous conduit à vouloir des choses, et puis il y a la conscience qui dit non, 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 il y a nécessité de séparer, de poser les choses à l'extérieur, du fait de la cause de la conscience, qui est quand même quelque chose de profond et d'important, qui fait qu'il n'y a jamais unité totale entre moi et l'infini. Donc la conscience résiste tout le temps et empêche l'amour de se réaliser d'une façon absolue, et donc il y a une résistance entre les deux volontés, et ces deux volontés contraires, deux volontés intérieures à l'être. Et là où ces deux volontés se rencontrent, qu'est-ce qu'il y a? La sensation de matière. La particule atomique, ce qu'on appelle la particule atomique, cette sensation, ça veut dire stop, au-delà de cette limite, ton billet n'est plus valable, ce n'est plus toi. C'est simplement que si tu aimais, si tu étais capable de ressentir cette table comme toi-même, tu la traverserais, elle n'existerait plus. Et d'ailleurs, sur d'autres plans, elle n'existe pas, puisque sur d'autres plans, nous, on ne vit que 7% de l'univers. Hein. Tout le reste, les 93% sont invisibles et impalpables à nos sens. Mais si j'arrivais à avoir une conscience et une connaissance pleine et entière de cette table, eh ben, elle n'existerait plus en tant que table. Elle ne serait plus un objet extérieur qui limite et qui me donne la sensation de matière. Donc la sensation de matière est purement relative à la capacité d'amour dont je suis capable de faire preuve à un moment donné. Et la particule atomique ne s'explique que par la rencontre de ces deux volontés contraires, l'attraction et la répulsion. Là où je situe ma limite en termes d'amour, là se situe la nature de la sensation de matière que je vis. Et tout l'univers est cette sensation de matière, parce que tout l'univers manifeste notre sensation d'amour à un instant donné. Et toute l'évolution consiste à changer cette notion de nous-mêmes, cette façon d'aimer, de façon à rendre l'univers de plus en plus subtil à nos yeux. Et voilà comment nous faisons évoluer notre univers. Donc je me change moi-même, je change le monde qui m'entoure. Le fameux « je suis ». Oui. Et on suit. Vous me suivez là? Et je vous suis, oui. Eh bien c'est parfait. Puisque je suis, je vous suis. Oui. Ben, c'est génial. Hein? Ça vous Oui, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vous embrasse. Ouais. Non,